Bonjour à toutes et à tous, c'est la grande édition de la mi-journée sur la RTNC. En voici les grandes lignes. 3 ans des travaux forcés et interdiction de 5 ans d'accès aux fonctions publiques. La Cour de cassation a rendu son verdict dans le procès Constant Moutamba. L'ex-garde des Sceaux reconnu coupable de détournement des deniers publics est également privé du droit à une libération conditionnelle et sommé cependant de restituer les 19 millions de dollars au cœur de cette affaire judiciaire. On y revient dans un instant dans ce journal. Patrouille des nuits et checkpoint. La ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, est sous haute surveillance. Le gouverneur militaire supervise personnellement ces patrouilles des nuits comme de jour. Nous serons avec nos équipes de la station provinciale de la RTNC dans la suite des unités mobiles sur place à Bunia. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, Mahmoud Tabi Kombo, porteur d'un message de la présidente Samia Suluhu. Fanny Kikoufi, John Kazadi, Mika Lusala et Chichimbita ont signé ces reportages. Suivez. La République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie sont 2 pays frères qui entretiennent de bonnes relations de coopération bilatérale. Preuve de cette parfaite entente, le déplacement à Kinshasa ce mardi 2 septembre 2025 du ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, Mahmoud Tabi Kombo, émissaire de la présidente Samia Suluhu et porteur d'un message particulier adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais saisir cette opportunité pour exprimer ma gratitude au président Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir bien voulu nous recevoir en qualité de envoyé spécial de la présidente de la République unie de Tanzanie. Et je suis porteur d'un message spécial adressé au président Félix-Antoine Tshisekedi de la part de sa sœur Dr Samia Suluhu, présidente de la République unie de Tanzanie. Et j'aimerais aussi insister sur le fait que nous avons des très bonnes relations et nous avons des liens historiques de longue date entre nos 2 pays. Pour cette audience d'une demi-heure, l'émissaire s'est fait accompagner par la conseillère du chef de l'État au collège diplomatique, Madame Catherine Wagner. L'avenir de la justice dans le pays, mais aussi sa situation dans les zones occupées par l'armée rwandaise, ainsi que d'autres sujets liés aux réformes dans ce secteur, les ministres d'État, ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a échangé avec les conseils supérieurs de la magistrature, Anim Balaka. Le lundi 1er septembre 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a été reçu par le Conseil supérieur de la magistrature. Autour de la table des sujets majeurs pour l'avenir de la justice congolaise, la lutte contre la corruption, la situation des prisons et les cas des enfants en milieu carcéral, ainsi que la justice dans les zones sous occupation. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a rappelé les attentes des magistrats et insisté sur la nécessité d'une justice indépendante et crédible. Nous l'avons invité afin de le recevoir officiellement et de concrétiser la concertation, cette passerelle qui existe toujours entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif en passant par le ministère de la Justice. Le ministre d'État, quant à lui, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'appuyer le travail de la magistrature et de garantir une justice plus proche du citoyen. Nous avons saisi cette opportunité pour réaffirmer notre volonté commune de continuer la concertation entre les judiciaires et l'exécutif à travers le ministre d'État, le ministre de la Justice, pour l'intérêt de notre pays. Vous savez que le ministre de la Justice a la responsabilité d'appliquer la politique gouvernementale en matière de l'administration de justice et les judiciaires a la compétence de dire le droit. Cette séance de travail a marqué une étape supplémentaire dans la collaboration entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature pour faire de la justice un véritable pilier de paix et de développement.
Parlé tout à l'heure dans le titre, c'est l'épilogue d'une saga judiciaire mouvementée. L'ex-garde des Sceaux Constant Moutamba a été reconnu coupable de détournement de deniers publics par la Cour de cassation. Il écope cependant de 3 ans de travaux forcés et d'une interdiction d'accès aux fonctions publiques pendant 5 ans. Constant Moutamba est sorti de la Cour, le point levé. On en parle avec Edith Chala. Le verdict est tombé dans l'affaire qui opposait devant la Cour de cassation en premier et dernier ressort le ministère public au prévenu, ancien garde des Sceaux Constant Moutamba dans l'affaire détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction de la nouvelle prison de Kisangani. Constant Moutamba Tungunga est reconnu coupable de l'infraction de détournement de deniers publics et écope de 3 ans de prison ferme, peine principale, et de 5 ans d'inéligibilité, peine supplémentaire. La Cour a également ordonné la main levée de la saisie de la somme détournée et logée au compte de la société Zion Construction et son retour au compte du ministère de la Justice. Et la Cour a enfin condamné le dit prévenu au paiement des frais de justice. La Cour de cassation dira établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du prévenu Constant Moutamba, Tungunga, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 051-01-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C suivant ouvert dans les livres de la banque et le condamnera également aux frais d'instance. Un arrêt abondamment motivé avec description des faits et peine applicable, la Cour s'est montrée beaucoup plus clémente au regard du réquisitoire du procureur. Des questions qui font la une de l'actualité évoquée au cours du dernier briefing presse, eh bien le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya étaient devant la presse pour faire le point. C'est un commentaire signé Jacques Kaboba. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème point sur l'évolution de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, avec à ses côtés le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loukobi Ango. Les 2 membres du gouvernement ont avant tout rendu un vibrant hommage aux 2 officiers congolais tombés au front pour défendre la patrie, général-major Peter Nchimouamenkouba et le colonel Zaché Rougabisha. En rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est de Kinshasa, Jacquemain Chabani a fait savoir que les efforts sont déployés pour que la paix puisse être rétablie. Toutefois, l'organisation d'un forum de paix à Kinshasa sera démise. Parlant de la criminalité urbaine, le VPM a souligné que la police a à ce jour mis la main sur les leaders des bandes de malfrats. À en croire Jacquemain Chabani Loko, l'opération Ndobo poursuit son bon nombre de chemins, une manière de traquer tous ceux qui se lancent dans les banditismes urbains dans les grandes villes du pays. Sur le processus de paix de Doha, le VPM de l'Intérieur a confirmé des échanges sur les cessez-le-feu après la question de confiance ayant traité la libération des prisonniers. Répondant à une question en rapport avec l'invitation de l'ancien président de la nation Arc-en-Ciel, Afrique du Sud bien sûr, les 2 membres du gouvernement ont réagi en ces termes. Si vous suivez le président de la République à l'occasion de son adresse à l'Union sacrée, il a rappelé l'importance du processus de Washington et de Doha. L'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même, qui veut se présenter comme celui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. La paix, on la recherche et la paix se construit, donc elle reste un processus. Et un processus qui n'est pas aisé à mettre en place. Donc inutile pour nous d'aller nous disperser ou nous distraire dans des initiatives qui ne donnent pas l'espoir d'une paix que le peuple congolais recherche. Avant de boucler ce briefing, les porte-parole du gouvernement
a tenu à rendre hommage au professeur Malembe Tamaniak, décédé dernièrement. Il fut le fondateur de l'ISTI, autrefois IFASIC, et actuellement UNISIC, mais aussi le tout premier rédacteur en chef de la RTNC. Tous ceux qui sont passés par l'ISTI, devenu IFASIC, puis UNISIC, nous devons rendre hommage à ces baobabs, à ces symboles justement de notre métier. Briefing Presse fait école, cadre idéal d'échange et d'information, très bénéfique et riche d'enseignement. Il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Les racissements qualitatifs et quantitatifs de l'administration publique, ces processus passent par un recrutement de qualité. Et en ce jour de travail en Belgique, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a procédé à Bruxelles à la clôture du stage de professionnalisation des élèves de la 9e promotion de l'École nationale d'administration et la validation en même temps du curriculum révisé de la formation initiale. C'est un commentaire de Nadine Kilocho. C'est à pied en toute simplicité que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a fait son entrée ce lundi 1er septembre 2025 au prestigieux palais d'Egmont à Bruxelles, où il a présidé la double cérémonie de clôture des stages de professionnalisation des élèves de la 9e promotion de l'ENA et de validation du curriculum révisé de la formation initiale. La clôture de ces stages de professionnalisation ici à Bruxelles pour les élèves de la 9e promotion de Mamadou Ndala, est bien plus qu'un simple rituel académique. Elle symbolise la solidité d'un partenariat et la force d'une histoire partagée entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique. Sélectionnés sur base de la méritocratie, ces jeunes administrateurs de la promotion Général Mamadou Ndala incarnent la vision d'un rajeunissement qualitatif et compétitif de la fonction publique voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a tellement de choses, tout un tas de choses que nous avons appris et nous sommes prêts à ramener dans notre administration au pays pour justement faire avancer les choses. À l'issue de ce stage, je suis prêt à servir la République. Avec cette expérience, je crois que je pourrais revenir au pays et la mettre au profit de mon pays, au profit de l'administration de mon pays. Ces énarques sont désormais enrichis d'une expérience internationale saluée par les encadreurs belges et mieux outillés pour élever les défis de la réforme administrative. Ce n'est pas la première fois, mais à chaque fois nous avons bien sûr des échos très très positifs. C'est un enrichissement pour nous aussi. Pour eux, bien sûr, ils vont retourner avec une expérience, avec un réseau, avec des connaissances humaines et qui vont contribuer, bien sûr, dans leur carrière à l'administration congolaise. Un exercice républicain de transparence en même temps. Eh bien, le ministre délégué près le ministre de la Défense, Eliezer Tamboué, a déclaré ses avoirs à la Cour constitutionnelle. Serge Merlemota. C'est pour se conformer à la loi qui donne 30 jours à tous les membres du gouvernement de déclarer leurs biens que le ministre délégué, près le ministre de la Défense nationale, en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué, a foulé ses pieds ces jours au bâtiment de la Cour constitutionnelle, reçu par les greffiers de cette cour. Les ministres délégués et son avocat conseil, Nicolas Ouemankoy, ont déposé en bonne et due forme sa déclaration avant de répondre aux questions des journalistes. Nous sommes venus nous conformer à la loi, parce que la loi avec un délai de 30 jours, que chaque membre nommé au sein du gouvernement puisse faire la déclaration de ses biens. Voilà pourquoi on a estimé nécessaire de nous conformer en tant que légaliste, venir nous conformer à cette obligation légale ici à la Cour constitutionnelle. C'est donc dans une bonne atmosphère qu'il a quitté ce lieu après avoir accompli ses devoirs citoyens. Un peu plus tôt, son arrivée à la Cour constitutionnelle, les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Eliezer Tamboué, s'étaient rendus à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, question de rendre les derniers hommages au général des brigades de FARDC, Jean-de-Dieu Amissi Tshomba, décédé il y a peu. Ce sont des projections futuristes qui, en somme, redéfinissent les contenus de nos villes. La 10e édition de l'Expo Béton plante déjà ses décors. Le président du comité organisateur en a discuté avec la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, Angèle Mbankassa.
Bobo Anan Mukonzi. Placé sous les signes des 100 milliards de dollars américains pour rebâtir les villes de la République démocratique du Congo en période post-conflit, la 10e édition de l'Expo Béton va revêtir une note particulière, celle de la redéfinition des villes, en tête d'affiche, la capitale congolaise. En prévision de vous où plusieurs thématiques sont abordées dans le sens de la Jean Bamanissa est allé solliciter l'expertise de la ministre déléguée à l'urbanisme et à l'habitat, Angèle Bagassa-Yogo, pour la réussite de ces salons urbains. Et donc, moi, je suis pour la redéfinition pour que Kinshasa devienne une province comme les autres provinces de la République démocratique du Congo, composée des villes. Très attentive au projet qui porte l'image de la rénovation des villes congolaises, Angèle Bagassa-Yogo tient à travers ces grands salons nationaux à la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de placer la RDC parmi les pays émergents d'ici à 2030. Au sortir, Jean Bamanissa salue le leadership de la ministre Yogo, Bangassa Angèle, dans la conduite de ses portefeuilles. Nous lui avons assuré de l'accompagner à travers nos différentes activités et réflexions sur le bien-être des citoyens à travers les entités qui existent. Depuis son avènement à la tête de ses ministères, Angèle Bangassa-Yogo tient à donner du nouveau souffle dans la modernisation des espaces habités et renouveler l'image datant des villes congolaises à travers différentes réformes en perspective. Et cette question, où en est-on avec les programmes de réinsertion et réintégration communautaire des ex-combattants à Tchéré, en Ituri? Le coordonnateur du PDDRCS, Jean-Désir Tanga, est arrivé sur place pour procéder à son évaluation. Peggy Mukunda. Devenus aujourd'hui les ambassadeurs de la paix, les ex-combattants de Tchéré dans la chefferie de Bahema du Roumoua-Nitouri ont été honorés par la visite du coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, accompagné du coordonnateur provincial intérimaire Flori Kitoko et une délégation de la MONUSCO DDRS Ituri. Le patron du PDDRCS est allé s'imprégner de l'évolution de projets de réinsertion sociale et de cohabitation pacifique des ex-combattants dans cette partie du pays. Rappelons que ce projet a été financé par la MONUSCO DDRS et lancé depuis le 24 mai 2025 avec la remise de 25 vaches aux démobilisés issus des groupes d'autodéfense de la communauté locale, soit un total de 48 bénéficiaires. Le cheptel est aujourd'hui porté à 26 têtes. Le coordonnateur national du PDDRCS a par ailleurs visité les travaux de réhabilitation de certaines routes des dessertes agricoles entrepris conjointement par les membres de la communauté et les ex-combattants. Sur place, Jean Dédieu Désiré Ntangatita a échangé avec les bénéficiaires. La délégation a également visité le chantier du bureau de la coopérative des ex-combattants et de la communauté. Et c'est à la 32e région militaire qu'a clôturé le patron du PDDRCS sa visite sur place. Il a échangé avec le général-major Mouchimba Antoine David, commandant de cette région. Le processus de paix en République démocratique du Congo, la ministre de la Jeunesse, Grace Koutino, y associe tout naturellement la jeunesse. Elle a reçu pour ce faire les représentants adjoints plutôt en RDC du secrétaire général des Nations Unies, Bruno Lemarquis. Jean-Pierre Ndolo Demazo était sur place. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de collaboration entre la MONUSCO et la jeunesse congolaise. Grace-Amy Koutino et Bruno Lemarquis se sont attardés sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 9 décembre 2015 à l'initiative de la Jordanie. Une résolution thématique qui traite de la jeunesse dans une perspective de paix et de sécurité internationale, tout en reconnaissant leur rôle essentiel dans la construction des sociétés pacifiques. On a parlé de la résolution 2250 qui est paix, jeune paix et sécurité, qui est vraiment très importante pour la RDC où beaucoup de choses ont déjà été faites, mais la pertinence de cette résolution également dans le contexte des processus de paix en cours et donc du rôle de la jeunesse, comment les voix de la jeunesse peuvent être portées dans ces pourparlers. Voilà,
On a aussi parlé d'une visite possible dans les prochaines semaines de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse, M. Felipe Paulier, qui est basé à New York, qui pourrait visiter dans les prochaines semaines, ce qui serait vraiment une très très bonne occasion pour célébrer ce partenariat et mettre vraiment en exergue le rôle très important de la jeunesse en RDC. J'ai l'habitude de dire que la jeunesse d'un pays, c'est pas son futur, parce que souvent on dit la jeunesse c'est le futur, la jeunesse c'est le futur. La jeunesse de la RDC, c'est son présent, puisqu'elle est une composante énorme de ce pays. L'implication de la jeunesse congolaise dans les questions majeures en RDC demeure le leitmotiv de la ministre Grace Amy Coutinho afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves ont repris les cours, place aux devoirs et exercices. Retour sur ce qu'a été cette rentrée des classes le lundi dernier en province à travers ces condensés suivants. C'est au lycée Odari de Roachi à Lubumbashi que la rentrée scolaire 2025-2026 pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 a été ouverte. Le ministre provincial en charge des finances du Haut-Katanga, représentant le gouverneur par intérim à mission, s'est adressé au corps enseignant, aux parents et à toute l'administration du secteur éducationnel pour leur rappeler la responsabilité. Le prophète du Haut-Katanga 1, Joseph Minke Uchend, a présenté les statistiques des nouvelles inscriptions dans les écoles publiques, mettant ainsi en lumière l'impact de la gratuité de l'enseignement fondamental mise en œuvre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il veillera, lui le prophète, à l'observance scrupuleuse des instructions de sa hiérarchie pour le bien des élèves de la République démocratique du Congo en général et ceux de cette partie sous sa juridiction en particulier. La rentrée scolaire 2025-2026 dans les Haut-Touélé, élèves et enseignants ont répondu présents au rendez-vous le lundi 1er septembre 2025 à Isiro. C'est le ministre provincial en charge des finances, Jacques Anzatepedanga, assima l'intérim du gouverneur Jean Bakomi Togambo à mission, qui a donné officiellement le coup d'envoi à l'Institut Saint-Rosaire. Il s'est félicité de la présence des élèves et des enseignants, surtout du début effectif des enseignements avant de saluer les efforts du gouvernement provincial du Haut-Touélé dans la construction des écoles, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, le gouverneur intérimaire constate la même ambiance et réconforte les corps enseignants et les élèves. Les autorités scolaires et tous les partenaires de l'éducation nationale ont répondu présents à ces rendez-vous de la cérémonie officielle du lancement de l'année scolaire 2025-2026. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moa Baekiteli Roger, a rendu ses hommages le plus déférents au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le souci d'améliorer le système éducatif du pays. Le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, au Nord Kivu en l'intérim, M. Kambale Tsongo Makewa, a réitéré les 4 priorités pour cette année prônées par la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinam. Le numéro 1 de la ville de Butembo a fait la ronde des classes pour se rassurer de l'effectivité de la rentrée scolaire année 2025-2026. C'est une bonne nouvelle. La RDC a été élue membre des États du groupe anti-blanchiment de l'Afrique australe et orientale. C'est ce qui ressort de la conférence de cette organisation tenue récemment à Addis Abeba en Éthiopie. Guy Matondo. La République démocratique du Congo est désormais membre du groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe. Cette adhésion est consécutive aux réformes menées par le gouvernement congolais dans le cadre du processus de sortie de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière internationale. Les pays africains réunis au centre des conférences des Nations Unies d'Addis Abeba ont salué ces réformes entreprises pour lutter efficacement contre les flux financiers illicites et se conformer aux standards internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par cette adhésion, Kinshasa va tirer plusieurs dividendes, notamment l'élaboration et l'harmonisation de politiques régionales de lutte contre les flux financiers illicites et la criminalité transnationale, ainsi que l'accès facile avec les autres cellules de renseignement financier des États membres.
Monsieur Alain Malata, directeur de cabinet du ministre des Finances, qui conduisait la délégation congolaise, a salué cette adhésion comme un gage de confiance de la communauté régionale et internationale envers les efforts de réforme engagés par le pays. La CNRF, au travers de son secrétariat exécutif, s'est beaucoup investi dans les travaux en vue de valider l'adhésion de la RDC à cette organisation régionale. De jour comme de nuit, la ville de Bunia est sous surveillance de forces de défense et sécurité. Les patrouilles sont supervisées par le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kanchama. Nos reporters étaient dans la suite du gouverneur et ont pu voir de leurs propres yeux des checkpoints placés dans des endroits stratégiques. Images et commentaires. Toujours soucié de la sécurité et de la quiétude de ses administrés, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, a effectué ce lundi 1er septembre une descente des terrains dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province. L'autorité provinciale a personnellement supervisé les opérations de patrouille et de checkpoints organisées dans les différents quartiers de la ville. Cette tournée lui a permis de constater de près le travail abattu par les forces de défense et de sécurité et de les prodiguer des recommandations claires et précises. À chaque poste de contrôle, le gouvernement militaire a rappelé aux troupes la nécessité de rester vigilants, professionnels et disciplinés dans l'exécution de leur mission, tout en respectant la population civile. Ceux-ci y voient une marque d'engagement direct et de solidarité de leur gouverneur face aux défis sécuritaires. Les patrouilles motorisées et pédestres sont désormais renforcées sur l'ensemble du périmètre urbain. L'objectif est de neutraliser les fauteurs du trouble et d'empêcher toute tentative de semer la peur, la terreur et la désolation dans la ville. Cette présence active et permanente des forces de sécurité contribue à rassurer la population et à garantir un climat de sérénité à Bunia. Direction l'université de Kinshasa où s'est tenu un atelier sur l'économie verte et les financements du climat, des assises initiées par l'UNIKIN et les centres agricoles de Yangambi. Rodépanda. L'année académique 2025-2026 à l'université de Kinshasa et l'Institut facultaire agronomique Yangambi sera marquée par la mise en œuvre des masters en économie verte et financement du climat. C'est l'essentiel de l'atelier de restructuration de ce programme organisé ce lundi 1er septembre 2025 au chapiteau de l'université de Kinshasa. Selon le recteur, le professeur Jean-Marie Kaimbentumba, ces masters d'interdisciplinarité visent à offrir à l'Afrique et à la RDC des compétences et spécialistes en économie verte. Nous sommes donc fiers aujourd'hui d'innover avec cette filière qui répond à l'esprit même de notre école doctorale, qui est celui de la multidisciplinarité. Vous avez là-dedans l'économie, les sciences de l'environnement, vous avez celle du climat, la géographie, à la géologie, etc. C'est un master multidisciplinaire sur les questions de climat, sur les questions d'assainissement et sur les questions de finances. Les représentants du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture, RIFORUM, le professeur Jackson Gilbert Mojaliwa, Manjalolo, ces masters s'inscrivent dans une approche régionale. Ces jeunes seront capables de résoudre tous les problèmes liés au changement climatique sur les continents. Tous les éminents professeurs ont soutenu la mise en place de cette formation spécifique devant accroître les services à la communauté. Les enjeux liés au développement durable, à l'éthique des affaires et à la gestion environnementale. Comment concilier cette trilogie? Eh bien, Kinshasa a abrité un atelier de formation axé sur la responsabilité sociale et environnementale des acteurs publics, privés et la société civile. Mamita Bangoulou et Jean Dekiki ont ça. D'idée au 4 septembre 2025, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, à travers son projet actif, a organisé à Kinshasa un atelier de formation centré sur la responsabilité sociale et environnementale. Cette initiative, inscrite dans une logique de durabilité, a réuni divers acteurs, entreprises, représentants étatiques, membres de la société et partenaires techniques.
L'objectif était clair, renforcer les capacités des parties prenantes pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans les pratiques économiques à travers des échanges riches et des études des cas concrets. L'atelier a mis en lumière l'urgence d'un engagement collectif pour la protection de l'environnement et respect des droits humains. Dans un contexte où la RDC est confrontée à de multiples défis écologiques et sociaux, cette démarche se veut un levier d'action pour encourager les entreprises à aller au-delà de la rentabilité et à assumer pleinement leur rôle dans la société. Élu à la tête de la Banque africaine de développement et pas plus tard qu'hier, il a pris officiellement ses fonctions, le Mauritanien Sidi Ould Tah est le nouveau président de la BAD en remplacement évidemment du Nigérian Akinwumi Adesina. On en parle avec Joseph Oscar Mbalkaï. Nouveau visage à la tête de la Banque africaine de développement. Le Mauritanien Dr Sidi Ould Tah a pris officiellement ses fonctions en tant que président élu de cette institution. Le nouveau patron de la BAD succède ainsi au Nigérian, le docteur Akinwumi Adesina, qui a occupé ce fauteuil durant 2 mandats successifs, soit pendant 10 ans, du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2025. Sidi Ould Tah promet de construire une Afrique robuste et prospère et d'ajouter qu'il compte revisiter le plan d'investissement de la banque et changer les paradigmes. Il est impératif pour l'Afrique de ne plus attendre. On ne peut plus attendre car il est crucial que dès aujourd'hui, l'Afrique commence à développer son industrialisation et que les matières premières africaines soient transformées sur le sol africain. Cela requiert un certain nombre d'efforts sur les infrastructures, sur les facteurs de production, mais surtout un engagement sans faille de toutes les parties prenantes et surtout des institutions financières africaines et de leurs partenaires à travers le monde. Le rôle central de la BAD, sa légitimité et son expertise sont très importants pour aider les gouvernements africains à naviguer les temps difficiles au niveau de l'économie mondiale et surtout renforcer la capacité de mobilisation des ressources domestiques et le développement d'un espace fiscal capable de permettre l'atténuation des chocs exogènes qui sont de nature à impacter la trajectoire des économies africaines. Le nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah, élu le 29 mai 2025, a prêté serment le lundi 1er septembre 2025 devant un parterre d'officiels. Si le nouveau patron de la BAD n'a pas mentionné des données chiffrées, mais il a rappelé les contextes compliqués de son accession aux commandes de cette institution, évoquant ainsi la baisse de l'aide publique aux pays africains et l'impact du changement climatique. Que disent finalement les tabloïds parus ce matin dans la capitale? Certes, le verdict dans le procès Moutamba occupe la une de journaux, mais l'on parle également dans une certaine mesure de la rentrée scolaire dans d'autres coins de la République. C'est une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Suivez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 2025. Rutshuru La rentrée scolaire 2025-2026 peine à démarrer dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Le mardi 2 décembre, la majorité des écoles primaires et secondaires restent paralysées, les enseignants poursuivant leur côte faute de salaire. Selon Félix Kagiza, porte-parole de l'intersyndicale des enseignants, seule une infime minorité d'écoles ont ouvert lundi et la situation n'a guère évolué mardi. Seules les écoles pilotes parviennent à fonctionner car les enseignants perçoivent la prime des parents. Cette crise salariale prive de reprise effective des cours. Ituri, 3 déplacés
de guerre tués par des miliciens Codeco à Djougou, annonce 7sur7.cd. 3 déplacés de guerre de site Ro dans la chaufferie de Baïma Nord, en territoire de Djougou en Ituri, ont été atrocement abattus dans une nouvelle attaque attribuée aux miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, dans l'avant-midi du lundi 1er septembre 2025. D'après Charité Banza, président de la société civile dans la région, les victimes en quête de la nourriture ont péri dans une embuscade tendue par ces miliciens sur la route de desserte agricole. Kasaï central, un bois mort ôte la vie d'une femme à Luisa, révèle RTNC.cd. Une scène tragique s'est déroulée dans le paisible village de Kapassi, situé à Kalala Diboko, dans le secteur de Lusanza, en territoire de Luisa, le 1er septembre 2025. Une femme dont l'identité n'a pas encore été révélée a trouvé la mort alors qu'elle s'adonnait à une tâche domestique quotidienne, l'abattage de bois mort destiné aux travaux ménagers. L'arbre instable et lourd s'est effondré dans une direction imprévue, écrasant la dame sous son poids. Kinshasa, urgence de mettre fin à l'exode rural avant le pire, titre Congo Nouveau. Kinshasa compte près de 20 millions d'habitants, dont une majorité en quête d'emploi. Les conséquences de cette surpopulation sont lourdes: crise de logement, destruction des infrastructures de base, difficultés aiguës dans les transports en commun, dessertes insuffisantes en électricité et en eau potable. La liste est longue. Il y a urgence de stopper l'exode rural avant que la capitale ne sombre dans le chaos. Et voilà qui boucle complètement ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Blandine Wavingala, 20h Anita Loura et 23h